Bonjour ici, salut là-bas. Bienvenue sur France O. L'émission s'appelle Flash Talk, c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui, nous sommes dans le 19e arrondissement de Paris, dans ce sublime établissement culturel qui s'appelle le 104. On est réunis aujourd'hui pour parler de racisme. La France est-elle raciste? Discrimination, préjugés, c'est le quotidien de beaucoup de personnes racisées, comme on dit aujourd'hui. C'est un nouveau mot qui est entré dans le dictionnaire en 2019. Définition: personnes touchées par le racisme, la discrimination. Alors, la France est-elle raciste? C'est la question qu'on va vous poser aujourd'hui. Vous allez vous en emparer puisque c'est vous qui allez faire ce débat. Vous faites le débat évidemment autour de ce tapis, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous le savez peut-être pas, mais Flash Talk, c'est une émission entièrement filmée au smartphone. Mes amis, j'ai 2 smartphones à distribuer. Qui a envie de filmer l'émission, s'il vous plaît? Qui veut filmer l'émission? Ok, mademoiselle, ici. Qui aussi encore? Ici. Mademoiselle, je vous disais, on est hyper connectés au point que je vais vous présenter notre community manager. Il s'appelle Charlie. Regardez-le, mais c'est pas le mec le plus stylé du paf, ce gars. Juste à côté de lui se tient notre cartooniste cette semaine, c'est Mickaël. Il va regarder, écouter attentivement tout ce qui se passe ici au 104. On ira le voir de temps en temps justement et voir comment évolue le coup de crayon. Alors, la France est-elle raciste? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qui a envie de prendre la parole? Qui a déjà dû subir le racisme? Ici, de ce côté, c'est quoi ton prénom? C'est Dick. C'est Dick, tu vis où toi? Dans les Yvelines, à plaisir. Alors, le racisme. Moi, je crois profondément que le racisme de race n'existe pas, en fait. Moi, je pense, parce qu'il y a une hypocrisie, parce que je pense que les personnes d'origine donc étrangère ne sont pas appréciées d'abord de par leur statut. Moi, je pense qu'il y a plutôt un mépris de classe sociale, plutôt. Donc, racisme social alors, racisme discrimination sociale. Oui, parce que racisme de race, justement, quand on voit une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques, ces mêmes personnes qui sont toute l'année pointées du doigt sont adulées en tant que héros. Ils sont acceptés en tant que Français à part entière. Donc moi, je pense que ce ne sont pas du racisme, donc dit de race, mais de classe. C'est entendu, d'ailleurs c'est vrai, on a ramené la coupe à la maison, c'est vrai. Qui a déjà dû subir du racisme ici parmi vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet? Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je subis un peu le racisme indirectement parce que je suis marié avec une Camerounaise qui avait 4 enfants. Donc, j'ai reconnu les 4 enfants, on en a fait 2. Et donc, c'est le Couple mixte, comme on dit aujourd'hui. mix. Donc, c'est mon entourage, famille et puis les amis, tout ça, ils n'ont pas beaucoup apprécié. C'est-à-dire? Vous avez dû subir des réflexions racistes? Ils n'ont pas beaucoup approuvé, surtout qu'ils ont dit comme ça que j'étais un peu fou quand même. Et reconnaître ces 4 enfants, c'était encore pire. Vous voyez, donc c'est... Et au quotidien, quel est le regard que la société porte sur votre couple? Ça va maintenant, parce que comme je ne fais pas attention, parce que c'est vrai que je ne suis pas très grand, donc ça me passe au-dessus de la tête. Bravo. Alors, la France est-elle raciste? Selon le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, les Français seraient au contraire plus tolérants que jamais. C'est ce qu'on va voir dans le Data Flash signé Juliette Jean. En 2017, 59% des Français estimaient qu'ils n'étaient pas du tout racistes. Pourtant, cette même année, 8700 plaintes telles que des injures ou menaces ont été enregistrées. Un chiffre largement sous-estimé puisque dans la majorité des cas, les victimes ne portent pas plainte. Même si théoriquement, en cas d'injure publique par exemple, l'auteur encourt jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Et si les infractions ont baissé, les crimes racistes, eux, persistent. 85 homicides, attentats ou incendies à caractère raciste ont eu lieu en 2017. Les actes antisémites, eux, ont augmenté de 75% entre 2017 et 2018. Les actes racistes et antisémites sont bien là, mais la race existe-t-elle? Ce concept n'a certes pas de légitimité scientifique, la France souhaite d'ailleurs le supprimer de sa constitution, mais certains lui attribuent une place importante dans l'analyse sociale du racisme. Alors, le mot « race » est-il un gros mot, ou au contraire un outil indispensable pour comprendre le racisme ? Alors est-ce que le mot race est un gros mot? Est-ce que c'est une insulte? C'est un mot inapproprié? On va poser la question juste derrière nous. Mademoiselle, c'est quoi ton prénom? Lilou? Alors, selon toi, est-ce que le mot race est un gros mot, une insulte? Non, pas vraiment, puisque on l'entend pas beaucoup ce mot. Et pour moi, en fait, il n'existe pas ce mot, il n'a pas existé.
Alors non. C'est pas une insulte parce que pour toi, le mot race n'existe pas. C'est ce que j'entends ici, Sonia. C'est un mot, et ça a été rappelé, qui ne correspond en tout cas à aucune réalité scientifique. Jean-Yves Camus est avec nous pour nous éclairer aujourd'hui dans ce débat. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et membre du Conseil scientifique de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Si la race n'existe pas, Jean-Yves Camus, le racisme, c'est quoi ? Le racisme, c'est un ensemble de préjugés par lequel on suppose qu'il existe des populations, races, qui sont inférieures à d'autres, où l'on met en place une sorte de hiérarchie, de pyramide, avec des peuples qui sont jugés plus aptes que d'autres, et des peuples qui sont jugés moins aptes que d'autres, avec une grosse différence. C'est que dans le cas de l'antisémitisme, c'est précisément le seul préjugé qui non pas dévalorise celui qui en est l'objet, mais qui le survalorise. C'est-à-dire que les Juifs ne sont pas considérés comme des gens qui sont inférieurs aux autres, mais à qui on prête au contraire une forme de domination. Ils dominent les médias, ils dominent la politique, ils dominent l'économie. Ils seraient unis dans une sorte de volonté de régenter l'ensemble de l'univers. C'est ça qui fait la spécificité précisément de l'antisémitisme. Rappel utile. Et où est-ce qu'on en est alors aujourd'hui, en 2019 ? Est-ce que la France, est-ce que les Français sont racistes ? La France, c'est un pays. C'est des institutions. C'est une histoire. Donc la France en elle-même, elle n'est pas raciste. Il y a du racisme en France. Mais les institutions de mon pays ne sont pas racistes. En France, cela n'existe pas. Et le racisme dans la société, est-ce qu'il a tendance à progresser ou bien à diminuer ? Par exemple, il y a un truc qui est extrêmement intéressant. Dans les années 60 et encore dans les années 70, il y avait 80% des Français qui disaient non, président de la République juive, non, moi je n'accepte pas ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus un sujet. C'est plus un sujet pour personne. Donc on a progressé ? On a progressé, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des discriminations à l'emploi, dans l'éducation, à l'embauche, dans les loisirs, mais ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en cause l'État au motif que structurellement il établirait des hiérarchies entre les races. Je ne pense pas. Il paraît que c'est en train de s'améliorer, nous dit Jean-Yves à l'instant. J'ai posé la question au porte-parole du collectif Stop le contrôle aux faciès, fondateur de la brigade anti-négrophobie. C'est écrit sur le t-shirt d'ailleurs. Bonjour Franco Lolia, comment ça va ? Ça va, merci. Bon, je vous vois bouillir là de l'autre côté du tapis. Alors qu'est-ce que vous avez à répondre ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Non, je boue pas, hein. C'est-à-dire que je respecte le propos, simplement, effectivement, j'aurais une position plutôt inverse. Nous, on dirait plutôt que les institutions diffusent insidieusement un racisme parce que les populations sont éduquées par les institutions. Quand on dit « est-ce que la France est raciste ?», on n'attaque pas le peuple parce que le peuple est éduqué et formaté par les institutions de l'État. D'ailleurs, récemment, on a dit que l'école était obligatoire dès 3 ans. L'école, c'est un matraquage avec des informations, une histoire partisane. D'ailleurs, la carte de géographie met au centre l'Europe. C'est un point de vue totalement partisan. Donc, c'est un point de vue totalement blanco-centré. Et ça, c'est une vision du monde qu'on impose. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que je serais plutôt partisan de dire qu'on n'a rien contre le peuple français. On comprend que s'il peut avoir des préjugés, c'est parce qu'il y a une histoire de la France qui a nourri ces préjugés et qui continue à les nourrir insidieusement à travers la télévision. Pourquoi pas l'école ? Pourquoi pas l'appareil politique et tout ce qui s'ensuit ? Donc là-dessus, on ne sera pas d'accord. Il faut qu'on revienne sur cette histoire, mais on va le faire évidemment au cours de l'émission. Sur le mot race, Franco, est-ce qu'il vous choque, ce mot ? Pour moi, clairement, je ne sais pas si le mot gros mot est le mot adapté, mais en tout cas, le mot race est une notion qui cache des intentions criminelles et un crime d'État. C'est-à-dire, il faut savoir que le mot race... Vous dites un crime d'État, carrément. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, la race, et pourquoi on veut la faire disparaître de la Constitution. Imaginez un criminel qui essaye de faire en sorte de ne pas être reconnu coupable. Eh ben, il fait disparaître l'arme du crime. Voilà ce qu'est en train de faire l'État français. Il essaye de faire disparaître le mot race de la Constitution pour qu'on ne retrouve pas l'arme du crime avec laquelle a été commis des crimes contre l'humanité. La race, c'est une arme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est entendu, Franco. Soutenu par une partie du public. Jean-Yves Camus, vous vouliez répondre ? Il faudrait reprendre les points un par un et on sera naturellement d'accord sur aucun.
sur cette idée selon laquelle il y aurait des armes de destruction massive, des armes de décérébrement massif, qui seraient notamment l'école. Alors on éduque les gamins à partir de 3 ans, c'est donc pour les décérébrer et leur inculquer quelque chose dans le crâne. Bon, moi je veux bien, mais enfin tout serait du fait de l'école, contrôlée par l'État. Donc moi, cette idée de l'État totalitaire qui essaye d'inculquer les préjugés raciaux à tout le monde, très franchement, je n'y adhère pas, mais pas du tout. Moi, je me suis rapproché de Sabine Pacora, vous l'avez sûrement reconnue, comédienne, on l'a déjà vue plusieurs fois à l'écran, peut-être trop rarement d'ailleurs. Elle est membre du collectif Noir n'est pas mon métier, un collectif qui dénonce les discriminations et les stéréotypes dont sont victimes les femmes noires et métisses dans le milieu du cinéma français. Puisque c'est votre milieu, on peut se poser la question, est-ce que le cinéma français lui aussi est raciste ? Déjà, je commencerai par dire que la France a une histoire particulière avec le racisme, d'un point de vue historique. Et je pense qu'à un moment, il faut qu'on puisse regarder l'histoire coloniale, l'histoire impériale, qui laisse des traces aujourd'hui qui sont tout à fait tangibles. Moi, au niveau du monde professionnel auquel j'appartiens, dans l'audiovisuel, justement, moi, je me suis orientée plus jeune dans cette branche, après avoir vu des films d'auteurs, des films qui m'ont fait rêver. Et je me rends compte qu'en fait, d'une certaine manière, de par mes origines issues des minorités, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas libre de faire ce que je veux, notamment dans le cinéma. Et je dirais que les rôles que je parviens à décrocher sont assez parlants du regard qui est porté sur une partie de la population française ou d'une partie de la population qui vit en France. Moi, je joue souvent des prostituées, des femmes de ménage, des femmes au titre un peu subalterne, des femmes qui entretiennent des commerces un peu illicites. Vous avez envie de jouer quoi ? La flic, l'avocate, l'héroïne aussi ? Je ne suis pas moins apte qu'une comédienne blanche pour jouer une avocate, pour jouer une directrice d'entreprise, pour jouer une artiste que je suis, par exemple. Donc c'est vrai que chaque fois, les personnages que j'interprète ont un statut qui rappelle une catégorie socio-professionnelle inférieure. C'est-à-dire qu'au cinéma, il n'y a pas la place pour plusieurs Omar Sy ou plusieurs Aïssa Maïga, quoi, aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le cas. On va continuer de parler de tout ça, évidemment, dans l'émission, Sonia. Hein. Oui, moi, je me trouve aux côtés de Sarah. Sarah, vous avez quel âge ? 15 ans. Elle a 15 ans, Sarah. Elle est courageuse de prendre la parole dans Flash Talk. Sarah, vous vouliez réagir aux propos de Franco. Tout à l'heure, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Non, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Franco ici présent. Parce qu'à mon avis, le racisme n'est absolument pas inculqué à l'école. Parce qu'à l'école, on nous apprend que nous sommes tous sur le même piédestal, que nous sommes tous égaux et qu'aucune ethnie n'est supérieure à telle ou inférieure à telle. Donc je trouve que ce qu'il a dit, ça n'a pas de sens. Et le racisme au quotidien dans la société, vous le subissez ? Vous l'avez déjà subi ? Jamais. Jamais. Ok, Sarah, merci. Le racisme, les préjugés se nichent dans notre quotidien. Voici le hashtag signé Charlie Célina.
hashtag édifiant de notre camarade Charlie. C'est quoi ton prénom, toi, hein? Kylian, Kylian, tu vis où, toi? j'habite à Louvre dans le 95, Et quand je te parle de racisme au quotidien, tu penses à quoi? au transport en commun. C'est-à-dire, explique-moi. Moi, je suis au lycée à Goussainville, donc ça veut dire tous les matins, je prends les transports en commun, je prends le RER et le bus. Et j'ai été témoin de beaucoup d'actes racistes envers des personnes noires ou autres. Du genre quoi? Par exemple, des contrôleurs, par exemple, ne pas arrêter une personne blanche, arrêter une personne noire, par exemple. Ça, t'as vraiment l'impression que c'est ce qui se passe? Oui, aujourd'hui, quand par exemple on prend le métro pour aller à Paris, on peut voir que c'est pas comme ce qu'on nous dit, qu'on est tous égaux. C'est-à-dire que, par exemple, une personne blanche ou une personne arabe n'est pas s'asseoir à côté l'un de l'autre. On n'est pas encore homogène partout. C'est entendu, hein, et c'est ce qui se passe tous les jours dans le pays dans lequel nous vivons. Malheureusement, pas mal aussi de réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple justement Barbara Clémentine qui nous parle aussi du métro. Elle dit: dans le métro, un homme bouscule une femme asiatique et lui dit Ching Chong, ça veut dire pardon en chinois. Les gens rient, moi j'essaie de prendre la défense de la meuf, on me répond oh ça va. Et elle, bah non, ça va pas, forcément. Ou encore Leslie Bilou qui nous dit il est 16h, je mangerais bien un Mamadou, pas vous? Dédicace au boulanger lyonnais qui vendait cette pâtisserie au chocolat sans voir le problème. Charlie qui a signé le hashtag et aussi notre community manager. Sondage sur Instagram, qu'est-ce que ça raconte? Alors, on a posé 2 questions aux followers sur Instagram. Avez-vous déjà été victime d'actes racistes? Très partagé, la réponse est non à 52%. Et un autre sondage sur le racisme anti-blanc existe-t-il? Et là, on a un oui à 72%. On va parler spécifiquement du racisme anti-blanc dans le courant de l'émission. Et vous avez évidemment jusqu'à la fin de ce Flash Talk pour faire évoluer ou affirmer ce sondage. Mickaël, c'est notre cartooniste cette semaine. T'as dû t'éclater, la camarade, hein? Ah bah oui, alors on a parlé du mot, le mot race est-il un gros mot? Et on voit un noir qui se fait pointer du doigt et qui dit hélas, c'est parfois des gros mots, mais mots M-A-U-X, bien sûr. Comme le mal, évidemment. Un autre dessin. Oui, un autre dessin, on a eu le témoignage celle de notre amie actrice. Du coup, ça m'a inspiré un dessin, racisme et cinéma, et le réalisateur angoissé qui dit dois-je tourner en couleur ou en noir et blanc? Ah ouais, c'est une question qu'il aurait pu se poser, effectivement. Un autre dessin, Mickaël? Oui, quand même d'actualité, un certain Emmanuel Macron qui répond à la question la France est-elle raciste? Et qui dit si je dis que les gens de couleur jaune me posent un problème, est-ce raciste? Vous pouvez applaudir Mickaël, notre dessinateur, qu'on reviendra voir d'ici la fin de Flash Talk. Laurent Bouvet est avec nous aujourd'hui, politologue, essayiste. Vous avez lancé, Laurent Bouvet, le Printemps républicain en 2016, un mouvement politique issu de la gauche qui dénonce les communautarismes et insiste sur la défense de la laïcité. Vous êtes signataire, Laurent Bouvet, signataire d'une tribune intitulée « Dénoncer le racisme, c'est réactiver le concept de race ». Comment est-ce que vous vous positionnez dans ce débat qu'on a depuis le début de l'émission ? Écoutez, dénoncer le racisme, c'est d'abord une évidence. Je pense que c'est une préoccupation qui nous réunit tous. Et là, je voulais réagir sur l'école, parce que justement, l'éducation nationale en France, dans d'autres pays aussi européens évidemment, et la construction européenne a aidé. Justement, à l'école, on a commencé à l'époque à prendre conscience qu'il fallait lutter contre les préjugés racistes, pas encore sexiste, mais ça commencera un peu plus tard, mais déjà raciste. Et ça fait une trentaine d'années aujourd'hui, c'est la jeune fille qui l'a dit tout à l'heure, qu'à l'école, et il faut saluer les enseignants qui font un boulot formidable, on n'apprend pas aux gens à être racistes, on ne leur met pas dans la tête le racisme, contrairement à ce qui était dit tout à l'heure. On essaie justement de limiter la casse et de lutter contre les préjugés racistes, d'apprendre à se respecter les uns des autres, d'apprendre que finalement, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine, qu'il n'y a pas des races au pluriel, ça c'est la science qui nous le dit depuis le XXe siècle, alors que pendant longtemps on a cru qu'il y avait des races différentes. On apprend à lutter contre ces préjugés. On apprend cette histoire, on apprend l'histoire de la colonisation, heureusement. On apprend l'histoire de l'esclavage. Donc tout cela fait partie d'une éducation et fait partie de la possibilité de continuer à vivre malgré toutes les différences qu'on peut avoir, qui ne sont pas uniquement de type, comme on dit aux États-Unis, j'utilise ce terme qu'on n'emploie pas en France, mais ethno-racial, c'est-à-dire de la couleur de la peau, de l'origine. Mais l'antiracisme, qu'est-ce que vous avez contre l'antiracisme? Ah non, j'ai rien contre l'antiracisme. L'antiracisme, la seule manière dont on peut le critiquer, c'est quand il est utilisé politiquement, quand il est instrumentalisé. Comme quand l'antisémitisme est instrumentalisé, d'ailleurs, de la même manière.
qui instrumentalise l'antiracisme aujourd'hui ? Depuis les années 80, vous avez eu des associations qui ont instrumentalisé l'antiracisme, ça a été le cas notamment d'SOS Racisme, qui a dérivé pour en faire une force politique à l'époque au profit, là aussi je ne sais pas si les gens se rendent compte et se rappellent parce que c'est loin, mais du Parti socialiste. Et notamment, il y avait un président de la République, François Mitterrand, qui a utilisé l'antiracisme comme la possibilité de s'appuyer sur une partie de la jeunesse et de lui faire croire qu'elle allait pouvoir être plus facilement intégrée, etc. Parce qu'il n'y avait plus rien à offrir économiquement, qu'il n'avait plus le soutien des catégories populaires classiques qui étaient la base de la gauche, la base électorale de la gauche. Donc ça a été très important dans ces années-là. Mais aujourd'hui, qui instrumentalise l'antiracisme ? Aujourd'hui, vous avez tout un tas de gens, ça peut être aussi bien à gauche qu'à droite, hein, c'est très très général, qui instrumentalisent l'antiracisme, qui en font en fait un fonds de commerce pour éviter précisément de lutter contre leurs propres préjugés et de dire les racistes c'est les autres. Par exemple, les racistes c'est forcément, par exemple, tous les blancs sont racistes. Il y a un raciste systémique, donc seuls les racisés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la couleur dominante, qui est censée être la couleur blanche, eh bien tous ces gens sont victimes systématiquement de racisme. Or, on l'a vu tout à l'heure, le racisme, ce sont des attitudes, ce sont des discriminations, ce sont des actes, des paroles que chacun peut prononcer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une population particulière qui serait victime systématiquement de racisme et une autre qui ne le serait pas. Évidemment, quand il y a une minorité défavorisée économiquement, minorité reléguée dans des quartiers, minorité qui est considérée comme, à tort ou à raison, à risque, parce qu'on l'assimile, c'est le jeune de banlieue, on l'assimile au délinquant, alors que ça n'a aucun sens. Donc ça c'est une instrumentalisation de dire, à partir de là, il y a un racisme systémique. Non, il y a du racisme. On l'a dit, à l'embauche, il y a du racisme au logement. Il y a des gens, ils envoient une offre pour une location, et puis quand le propriétaire se rend compte que la personne est noire, il dit « Ah non, le logement est pris et je peux pas ». Bon, Monsieur Bouvet, de ce côté, j'ai des gens d'SOS Racisme qui, on les a retrouvés dans le public, hein, qui du coup se disent « Ah, comment ça, la dérive ?» Qu'est-ce que vous avez à répondre à Monsieur Bouvet ? C'est quoi ton prénom ? Dan, militant antiraciste, du coup à SOS Racisme. Est-ce que c'est un camarade ? C'est un ancien, hein ? En tout cas, vu ce qu'il dit aujourd'hui, non, ce n'est pas un camarade. Et le Printemps républicain, de manière générale, n'est pas un camarade de l'antiracisme. Je tiens à préciser, parce que depuis tout à l'heure, il dit SOS Racisme, les dérives, le pouvoir. Il y a un truc qui est assez particulier, c'est ce retournement. C'est ce retournement de dire que c'est à cause des antiracistes qu'il y a du racisme en France. En fait, c'est un retournement de dire, regardez, dans les personnes qui peuvent être discriminées au quotidien, eh ben, eux aussi ils peuvent tenir des propos racistes, etc. Et ça, c'est pour certaines personnes une manière de dire, en fait, regardez, ces personnes-là sont aussi, eux, des personnes qui peuvent discriminer. Et ça, c'est un retournement qui n'est pas acceptable. Nous, à SOS Racisme, vous avez beau raconter toute l'histoire que vous voulez, au quotidien, on milite. On a des comités dans toute la France. On milite au quotidien contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les discriminations. Si on dit que soit c'est l'État qui est responsable de toutes les discriminations et qu'il y a un racisme d'État, soit on dit l'État, il est responsable de rien. Mais en fait, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, il y a un rapport de force qui doit se mener. Et je tiens à préciser, par exemple, que quand il y a la loi Taubira sur la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, mais c'est le fruit d'un rapport de force qui a été mené par des militants depuis longtemps. Christiane Taubira elle-même était une militante et ensuite elle représente l'État. Donc faire cette distinction entre les militants, l'État, le peuple, à mon avis, c'est pas quelque chose qui est admissible. Et une dernière chose, je tiens à dire que la France, elle est héritière d'une histoire qui, évidemment, est empreinte de racisme avec l'esclavage, avec la colonisation. Simplement, dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre encore l'esclavage et la colonisation, c'est en fait des contre-vérités. Et c'est aussi mettre des gens dans des statuts de victimes éternelles. Nous, on appelle les gens à se mobiliser. On ne doit plus parler de colonisation, selon vous ? Aujourd'hui, on peut pas parler de colonisation aujourd'hui de la part de la France. Par contre, la colonisation, elle a encore des résidus. Elle a encore des résidus dans la façon de penser de beaucoup de personnes, dans la façon parfois de traiter certaines populations. Et c'est à ce moment-là où nous, notre rôle, c'est de dire, regardez, la colonisation, elle produit encore des effets dans la société. Et par exemple, on fait des projets comme sur la question de la guerre d'Algérie. Et on essaye de créer des ponts en fait, pour pouvoir traiter ces questions, les dépasser et ensuite créer du vivre ensemble. C'est entendu, hein. Je pense que ça va faire réagir dans le public aussi. Mais puisqu'on parle de racisme d'État, je voudrais poser la question à Camille Gourdeau, qui est socio-anthropologue, chercheur associé à l'unité de recherche migration et société à l'université Paris 7. Qu'est-ce que vous pensez de ce qualificatif, ma chère Camille, de racisme d'État ?
Alors, la notion de racisme d'État, elle est souvent référée à l'apartheid en Afrique du Sud, la ségrégation aux États-Unis, le nazisme, la France vichiste ou encore les colonies. Et en fait, un des points communs de ces différents régimes, c'est la question de la loi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la catégorie raciale est inscrite dans le droit, dans la loi, et ça informe sur le droit ou le non-droit. Il y a une discrimination qui est légale. Après, effectivement, quand on prend ces exemples-là, on ne peut pas dire que la France il y a du racisme d'État. Cependant, je tiens à préciser que dans les recherches qui sont menées sur ces questions, c'est pas parce qu'on parle de racisme d'État ou de racisme institutionnel que tout l'État ou toutes les institutions seraient racistes, mais par contre qu'il y a bien du racisme dans l'État. Et donc, on peut, par exemple, il y a deux processus là qu'on peut voir. D'une part, des fonctionnements discriminatoires de certaines institutions. Alors, c'est le cas, par exemple, de la préfecture. Il y a des travaux qui parlent de ça. Ou des actes, des pratiques racistes d'agents de l'État. Et ça, tout à l'heure, on a parlé de ce qui se passe dans les transports en commun. Et les contrôles aux faciès, ça fait partie d'actes racistes. Je dois bien le dire, mes parents ont attendu longtemps à la préfecture. Et je pense que d'autres parents, d'autres personnes qui sont ici également. Merci beaucoup Camille, restez avec nous tout au long de l'émission s'il vous plaît. Et moi je me suis rapprochée de Yacine qui voulait prendre la parole. Yacine, vous vouliez témoigner sur vos rapports quotidiens avec la police, c'est ça? Non, mais c'est pour tout le monde. Parce que toujours la police, quand elle vient, c'est trois types de personnes qui sont attrapées, les Arabes, les Noirs et les Turcs. Alors que normalement ça doit pas être nous. Parce qu'il y a des Blancs, ils font des conneries aussi. On va jamais voir un Blanc se faire contrôler. Par exemple, les blocus de notre lycée, c'est les Arabes et les Noirs et les Turcs qui se sont fait attraper. C'est pas les Blancs. Est-ce que vous êtes d'accord avec Yacine? Allez, on va aller voir les filles qui sont derrière et qui se cachent. Madame, bonjour, comment vous appelez? Nagia, je suis enseignante en fait dans le 93. Et ça fait quelques années que je suis enseignante et depuis que je suis sur des territoires du type banlieue 93, les témoignages des élèves sont assez frappants parce qu'ils normalisent ça. Ils ont l'impression que c'est normal de raconter qu'on leur a dit sale arabe au mieux que vous rentriez chez vous. Enfin, des exemples vraiment, mais constants, beaucoup, dans une même classe. On a 90% des élèves qui ont un témoignage. Et du coup, ils se posent des questions. Et ensuite, ils se disent, nous, on est légitime aussi dans le racisme qu'on peut construire à l'égard d'autres jeunes ou à l'égard d'autres communautés parce qu'on est raciste avec nous. Et qu'est-ce que vous leur répondez quand ils vous parlent de ces discriminations qu'ils subissent au quotidien? Alors, honnêtement, ma première réaction, c'était de leur dire, vous réagissez comment? Et généralement, ils réagissent pas. Et ils normalisent. J'ai ignoré, j'ai rien dit. Et en fait, ils doivent assumer ce qu'ils sont. Et pour nombre d'entre eux sont français, malgré la couleur de peau. Et il va falloir faire accepter collectivement qu'un noir est un Français, qu'un prénom à consonance arabe, c'est un Français, qu'ils ont grandi sur ce territoire. Et ils doivent prendre confiance sur ça. Mais c'est compliqué. Honnêtement, ça crée des discussions et des débats. Le racisme, qu'il soit intentionnel ou pas, en tout cas, il s'étale sur les réseaux sociaux. On l'a bien vu ces dernières années, un petit tour d'horizon, justement, de ces réseaux avec Juliette Jean et son Story Flash. La blackface, vous pensiez que c'était fini? Apparemment toujours pas. Récemment, une internaute s'est maquillée le visage en noir pour imiter la chanteuse Aya Nakamura. J'entends des bails trop sur moi. À ce qui va, je te cours après. Mais ça va pas laisser ça. Mais comment ça? Le monde est si peur. Tu croyais quoi? Quand je vais plus jamais jouer. Ce qui a suscité la colère des internautes à l'image de Diva. Tu ne peux pas faire ça, c'est blessant, humiliant et raciste. #blackfacing. En 2014, des policiers étaient allés encore plus loin en postant cette photo de leur soirée négro, comme ils l'appelaient. Moins médiatisée mais tout aussi grave, la yellow face, ou le fait de se grimer en personne de type asiatique, comme le rappeur Booba dans ce post Instagram, liké par près de 300 000 personnes. Pas si étonnant quand on voit que ce genre de maquillage est encore vendu dans certains magasins de déguisement. L'un des youtubeurs du Rire Jaune dénonce avec humour les clichés les plus récurrents qui touchent les Asiatiques. Ah oui, une autre question qu'il faut arrêter de nous poser. Arrêtez de nous demander comment se dit votre prénom dans notre langue. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà vu un Asiatique venir vous demander « Salut, je m'appelle Feng. C'est quoi mon prénom en français ?» Voilà comment moi je réponds.
lorsqu'on me pose cette question. Si c'est une meuf, tu lui réponds qu'elle s'appelle Mulan. Si c'est un mec, tu lui réponds qu'il s'appelle Mouchou. Comme ça, ils comprennent bien que tu te fous de leur gueule, tu vois. Sinon, version plus méchante, tu réponds, tu t'appelles Lotus. Oui, Lotus. Comme le PQ. Alors à quand la fin des clichés racistes ? J'ai lu tout à l'heure un des tweets de Daniel de l'Association des jeunes chinois de France. Dans le sujet qu'on vient de voir, on parlait des yellow face, justement. Votre avis là-dessus ? Le racisme n'est pas propre d'une communauté, ça appartient à tout le monde. On parle beaucoup des Chinois, de la montée en puissance de la Chine, c'est la deuxième puissance mondiale, et on parle du péril jaune qui revient, qui était déjà un terme qui datait du 19e siècle, où on pensait qu'on avait peur de l'intelligence asiatique, qu'elle soit supérieure à celle des Blancs. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose avec l'ouverture de la Chine, l'enrichissement de la Chine. Et comment ça se traduit en France ? Ça se traduit aussi avec des agressions. On voit beaucoup d'agressions qui visent les personnes d'origine chinoise, d'origine asiatique, parce qu'on ne voit pas en fait la différence entre un Chinois, un Vietnamien, un Coréen ou un Japonais. Dans le 93 à Aubervilliers, dans le 94 à Ivry à Vitry notamment. Et on se rappelle de Zhang Xiaolun qui était un couturier d'origine chinoise qui est mort en 2016. On l'a agressé parce qu'il était asiatique, parce qu'il était chinois et parce que quand il est chinois, il y a tous les préjugés qui viennent. Donc on pense qu'il a beaucoup d'argent sur lui. On pense aussi que c'est une personne d'origine asiatique, contrairement à peut-être d'autres personnes d'origine africaine. Ils sont beaucoup plus petits, plus fragiles, plus faciles à agresser. En plus, peut-être qu'il ne parle pas français, il aura plus de mal à porter plainte, il est peut-être sans papier. Donc les Asiatiques aujourd'hui, c'est un peu... la victime idéale, quoi. C'est la victime idéale. Sonia, c'est à vous. Oui, je suis avec Gilles William Golnadel qui est avec nous également aujourd'hui, avocat et essayiste. On parlait au début de l'émission de l'explosion des actes antisémites dans notre pays en 2018, l'an dernier, plus 74%. Pourquoi faut-il distinguer le racisme et l'antisémitisme ? Et l'antisémitisme est-il un racisme comme les autres ? Je ne sais pas, est-ce que de toute manière, c'est une question qui a, pardon de vous le dire, qui a une pertinence particulière dans la lutte contre le racisme ? Je ne sais pas. Globalement, moi, j'ai entendu aujourd'hui des gens que l'on interrogeait en matière de racisme. Il n'y en a pas un, vous entendez, il n'y en a pas un qui a dit « en ce qui me concerne, il m'est arrivé ça ». On m'a frappé parce que j'étais noir ou parce que j'étais arabe ou parce que j'étais juif. Il faut faire attention à tout ça. On a critiqué, et à mon avis à juste titre, un certain antiracisme professionnel et obsessionnel. D'une certaine manière, il faut faire attention parce que, à force, moi, quand on me parle à tout bout de champ antiracisme, j'entends race. Il ne faut pas être non plus obsédé continuellement par les différences. Et je veux dire, vous m'interrogez, moi, il se trouve que je suis juif, sur l'antisémitisme. J'ai été très agacé par le fameux tag « Juden » écrit sur une vitrine. Donc, juif en allemand. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne pratique, y compris une bonne pratique antiraciste, que de focaliser sur l'œuvre d'un crétin inconnu qui, à un point dénommé, a écrit une connerie? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est contribuer énormément à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme que de reproduire à des millions d'exemplaires cette cochonnerie-là? Parce que si vous pensez cela, je vous invite par exemple à introduire des caméras dans les toilettes publiques pour traquer les graffitis sexistes ou contre les homosexuels. Ça n'a pas de sens. Il faut faire attention à l'obsession de la race. Il faut faire aussi attention à l'obsession du racisme. Moi, je n'ai pas l'impression. Vous savez, le racisme, c'est une des choses les mieux partagées au monde. Je pense que faire un procès global à la France, à l'État français, sur la base d'exemples dont je n'ai pas compris le commencement de quelque chose de concret, et de nous persuader à forcer que la France est un pays raciste, c'est le meilleur service à rendre aux racistes. Voilà comment je vois les choses. Donc Pardon ? Oui, je voulais juste quand même rappeler ces jeunes qui nous disaient tout à l'heure, c'est toujours les mêmes qui se font contrôler par la police, oui. C'est toujours les Noirs, les Arabes. Oui, enfin... Ça, c'est un cas concret. Oui, enfin, écoutez, je ne suis pas sûr que les exemples qu'on m'a donnés aujourd'hui m'ont convaincu de penser que mon pays, aujourd'hui, en 2019, était raciste. Vous savez, le juif qui vous parle,
s'il apprend l'histoire juive en France, il apprend qu'il y a eu l'affaire Dreyfus, il apprend qu'il y a eu Vichy qui a aidé les nazis, il apprend qu'aujourd'hui encore, il y a des juifs qui se font frapper parce qu'ils sont juifs. Et pourtant, je vous dis aujourd'hui, dans les yeux, que mon pays n'est pas un pays raciste et n'est pas un pays antisémite. Donc il faut faire attention si on est dans la culture du ressentiment et si vous allez persuader les gens, il n'y a rien de plus facile au monde que de persuader quelqu'un que c'est une victime. La tendance de l'être humain est de penser qu'il est une victime. C'est comme ça, on est comme ça. Mais laisser à penser que la société française est raciste, c'est d'une certaine manière aider le racisme. Voilà ce que je pense. J'entends, Sonia, de ce côté, suite à l'intervention de Gilles William, des gens chippés. Ça chippé de ce côté, mais pourquoi Moi, je trouve que le racisme, il existe. Je suis désolée, ça existe. Dans le monde où on vit là, dans la France, il y a du racisme. Victime à la première personne? Moi, personnellement, je l'ai été. Je suis une femme noire et très fière de l'être. Il y avait une offre d'emploi, c'était pour travailler à Châtelet. J'ai fait ma candidature, bien comme il faut et tout. Je me suis pas dit, j'ai pas écrit, j'étais noire, j'étais de la Guadeloupe, blablabla. J'ai eu, après qu'ils ont reçu ma candidature, ils m'ont téléphoné. Vous vous présentez tel jour et tout. J'ai dit, ok, j'arrive. Bon, j'ai pas d'accent, j'ai rien. Je me suis présentée, correcte, tailleur, bien comme il faut et tout. Et quand la personne m'a vue, j'ai compris tout de suite, parce que la réaction qu'elle a eue, ça voulait tout dire. Et je me suis permis de lui dire, vous vous attendez une blonde aux yeux bleus? Elle m'a fait, non. Je lui ai dit, mais ça veut tout dire, madame, la façon que vous êtes comportée. Mais jusqu'à ce jour, j'attends une réponse de sa part. Ça veut dire pour vous quoi? C'est une sorte de racisme ou pas? On peut poser la question justement aussi à Franco, dont on a beaucoup entendu parler. Votre intervention a fait réagir pas mal de gens. Alors, qu'est-ce que vous aviez à répondre? Moi, j'aimerais bien déjà refaire un débat de fond avec le maximum de ces personnes. Pour une raison simple, j'ai vu beaucoup de choses avancer. Déjà, des propos que j'ai exprimés qui ont été détournés. J'ai jamais dit qu'il ne faut pas aller à l'école. J'interroge l'école sur la manière dont elle oriente ses programmes. Et qui décide des programmes qui sont enseignés à l'école? Ce n'est pas les professeurs, ce n'est pas ceux qui enseignent, c'est bien l'État. Et c'est en cela que je dis que des appareils de l'État sont des instruments qui permettent de formater les esprits. Il est normal, et ça, n'importe qui peut le comprendre, d'ailleurs la fille ici présente, que si des petites, tu es matraqué avec des vérités idéologiques qui t'apprennent que tout ce qui a été inventé, c'est par des Occidentaux, les plus grands écrivains, c'est des Occidentaux, mais que tu vois jamais d'Africains, tu vois jamais d'Asiatiques, tu vois jamais, etc., eh bien, que tu le veuilles ou non, ça va conditionner ton regard sur le monde et ça va faire de toi une espèce de collaboratrice, une espèce de reproductrice des schémas racistes. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, je terminerai par cela, c'est-à-dire que si vous enlevez le mot race de la Constitution, pour nous, c'est aussi stupide que d'enlever le mot chômage du dictionnaire et de penser que c'est comme ça qu'on va faire disparaître les chômeurs. Donc, soit on s'attaque au vrai problème, et nous le disons, nous pensons que ce n'est pas les gens qui sont racistes parce qu'ils naissent racistes. Donc, forcément, c'est la manière dont on matraque idéologiquement les choses depuis le plus jeune âge, à travers la télévision, je le répète, à travers l'école, je le répète, à travers les appareils politiques, qui font que les gens sont convaincus des préjugés qu'ils ont et non pas le contraire. Parce qu'on n'est pas raciste, on le devient, et c'est l'État français qui fait des gens des racistes. C'est ça qu'on dit. Alors, réponse en quelques mots, s'il vous plaît. Gilles William Goldnadel, d'abord. Non, d'abord, l'exemple qu'a donné la dame de ce qui lui est arrivé n'invalide pas du tout ce que je dis. Bien entendu, il y a des gens, tous les jours que Dieu fait, qui sont victimes, dans tous les pays du monde, du racisme. Il est vrai, monsieur a parfaitement raison, que le racisme, en tant que théorie, a été inventé par des Blancs. Mais on n'a pas attendu les doctrines du 19e siècle pour être raciste. Et je donne la parole à Camille Gourdeau, parce que je sais que Camille Gourdeau voulait réagir. Oui, non, juste en 2 mots, pour continuer sur qu'est-ce que le racisme. Moi, je rappellerai qu'il y a l'idée que le racisme, c'est un ensemble de préjugés, des représentations, que ce serait une idéologie. Voilà, ça, c'est une conception du racisme qui date des années 80. Il y en a d'autres. Il y a l'idée, notamment, que le racisme, c'est un rapport social, et donc c'est un rapport de domination entre des dominés et des dominants. Les dominants, ils peuvent être multiples, mais en tout cas, voilà, que c'est un rapport de domination et que c'est une manière dont la société est organisée. Et ça a produit des discriminations et des inégalités
dont on a déjà parlé, notamment autour de l'éducation, parce qu'il y a des travaux de recherche qui montrent comment il y a des discriminations à l'école, notamment sur la question de l'orientation ou de l'accès au stage. Il y a aussi des inégalités en termes d'accès au logement, en termes de travail, avec certains domaines d'emploi qui sont presque réservés à certaines minorités ethno-raciales. Voilà, donc du coup, c'était aussi pour rappeler que le racisme, ça ne se réduisait pas à la question des préjugés, mais que c'était aussi une manière de structurer la société. Sur la question, on va en dire un mot tout de même, du racisme anti-blanc. Une question assez clivante. Comment vous vous positionnez là-dessus? Est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc? Du coup, pour être cohérente avec ce que je viens de dire, je pense qu'on ne peut pas dénier qu'il y a des attaques ou des violences dont les personnes catégorisées comme blanches sont victimes. Ceci dit, ça ne renverse pas le rapport de pouvoir, c'est-à-dire que les personnes qui sont considérées comme blanches dans la société et donc sont toujours pas exclues des boîtes de nuit, n'ont pas des difficultés d'accès au logement ni au travail. Enfin, ça ne vient pas remettre en cause un ensemble de privilèges dont ils bénéficient et parfois sans être conscients dans la société. Merci beaucoup, Camille. Moi, je me retrouve aux côtés de Céline Pina, ancienne conseillère régionale socialiste, essayiste. Également, vous êtes fondatrice de Vivre la République, mouvement citoyen laïque et républicain, dites-vous. Sur le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, d'abord, ça a été théorisé et présenté par un jeune sociologue qui s'appelle Tariq Yildiz, qui a écrit un livre sur le racisme anti-blanc. Et en fait, il disait que lui, présent dans les banlieues, il sentait monter, en fait, il avait de plus en plus de témoignages de gens alors qui se retrouvaient en minorité. Autrement dit, ça se passait dans des quartiers qui étaient des quartiers ghettoisés et dans lesquels, finalement, le rapport était inversé. Autrement dit, il y avait énormément de Noirs et d'Arabo-musulmans et en fait, les Blancs se retrouvaient en minorité. Et selon vous, la normalité, ce serait le contraire? Oui, non, en fait, c'est-à-dire que dès qu'on est une minorité, on est forcément plus en danger, on a plus de risques d'être attaqué, on a plus de risques d'être contesté. Quand vous appartenez à la majorité, quelque part, c'est vous qui définissez les codes. Donc, même quand vous naissez dans cette majorité-là, simplement le fait d'être élevé à l'intérieur, les codes, vous les maîtrisez. C'est presque inconscient. C'est même pas du conscient, ça se transmet comme ça. Et donc, il y avait dans ces situations, du coup, des Blancs qui se retrouvaient dans les mêmes situations de discrimination que peuvent raconter certaines personnes arabo-musulmanes ou noires. Ou asiatiques, ou roms. Oui, mais je pense que lui, il était dans un quartier où, pour le coup, là où il a étudié, c'était vraiment des quartiers ghettos. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est il y a quelque chose de très intéressant sur les discriminations. C'est ce que disait Françoise Héritier, qui disait, en fait, l'histoire, ça peut concerner le racisme, ça peut concerner le sexisme, l'homophobie également. Elle dit, en fait, c'est quand une différence se transforme en hiérarchie. Et je pense qu'on aurait tous intérêt à partir des réalités historiques plutôt qu'à balancer notre douleur les uns les autres au visage. Parce que la réalité, c'est juste de dire, qu'est-ce qui est intéressant ? De chercher des coupables ou de trouver des solutions pour faire peuple ensemble. Parce que, et je finis sur cette anecdote, une fois, Le Pen avait fait un grand scandale et il était arrivé et il avait dit un truc qu'au premier abord, les gens trouvaient un peu logique. Et il arrive et il dit « Non, mais attendez, vous comprenez tout ça, le racisme, tout ça, mais non, en fait, c'est normal de préférer sa sœur à sa cousine à sa voisine à un étranger. » Et il y avait quelqu'un qui était assez intelligent en face de lui et qui le regarde et qui lui dit « Certes, monsieur, mais si vous voulez vous marier et si vous voulez que vos enfants parlent au lieu de baver, eh bien, il va plutôt falloir prendre la personne étrangère, il va plutôt falloir prendre la voisine plutôt que la cousine, il va plutôt falloir prendre la cousine plutôt que la sœur, parce que plus vous restez dans un univers trop proche de vous, et plus finalement la dynamique génétique, elle impacte les enfants. Donc quelque part, la personne disait, en fait, pour s'allier et pour s'unir, il vaut mieux regarder au-delà de ce qu'on est et aller chercher quelque chose de différent. Est-ce que vous pensez que le racisme anti-blanc, c'est une idéologie dangereuse, réelle, à laquelle il faudrait s'inquiéter? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que ce qui est dangereux et ce qui devrait nous inquiéter, c'est la haine intercommunautaire en train de monter. Si on commence à dire qu'entre un État qui met en place des politiques d'apartheid et qui vraiment catalogue les gens selon leur couleur de peau et un État qui ne le fait pas, c'est à peu près équivalent, on ne va vraiment pas s'en sortir. Merci, je vais retenir votre réponse. Non, donc on ne s'inquiète pas. Pour l'instant, Sonia. Vous vouliez dire un petit mot rapidement aussi, jeune homme? Oui.
En fait, on se trompe de débat. En fait, il ne faut pas hiérarchiser. Toutes les formes de racisme sont égalitaires. Donc, il faut condamner le racisme anti-blanc, le racisme entre toute forme de personnes. Mais je pense qu'on n'a pas assez insisté sur une chose ce soir, c'est sur le traitement de l'information en fait des médias, qui lui justement subtilement il va hiérarchiser le traitement qu'on fait de certaines ethnies justement, en mettant en avant des délinquants plus d'une certaine ethnie que d'autres. Mais quand on va dans des banlieues, dans des cités, quand on voit des reportages à la télévision qui font peur, parce que le but des médias c'est aussi d'instrumentaliser la peur pour justement diviser, qu'il faut diviser pour mieux régner comme on dit. Et moi je pense qu'on prend un cas dans une cité, on va le généraliser à tout le monde est comme ça, et du coup ça va créer de la haine entre les Français. Il ne faut pas oublier, on est tous Français, il faut justement se servir de leviers comme la Coupe du Monde, comme les Jeux Olympiques qui vont arriver en France, en plus je le rappelais en 2024, pour rassembler toutes ces personnes-là, pour unifier ces gens-là. Ma chère Sonia, je suis en balade ici au 104 dans le 19e arrondissement de Paris, regardez la belle équipe de Flash Talk. De toutes les couleurs, ils font l'histoire de la France et de cette émission qui restera dans le patrimoine. Incroyable, regardez Charlie Salinin, notre community manager, il me dit que ça n'a pas bougé sur le sondage. Vous n'avez pas bougé d'un iota, je me trompe pas? Toujours pas, non. Eh ben, on est content d'avoir fait l'émission, ça fait avancer les trucs. Mikaya, il est là, c'est notre cartooniste. Alors où est-ce qu'on en est, Mikaya? Ah ben, on continue, puisqu'on a parlé de racisme anti-blanc. Le français est-il raciste? On voit un français qui dit, mais pas du tout, j'ai des amis Baptou, Youpin, Niakoué et Bougnoul. J'en connais un comme ça, je t'assure, qui parle comme ça aussi. Il est en prison depuis. C'est ça, on devait connaître le même. Et puis alors peut-être une solution, j'ai pensé une thérapie de groupe pour lutter contre le racisme. Les racistes anonymes, on voit quelqu'un qui arrive au milieu d'un groupe et qui dit « Bonjour, je suis raciste » et tout le monde qui dit « Bonjour, sale raciste ». Mais t'imagines ce truc, c'est dingue. Hein. Pardon. Il y a un petit dernier parce que quand même, pour résumer, et peut-être mettre tout le monde d'accord, il ne faut pas oublier qu'au final, nous sommes tous les mêmes. Alors une tête de mort qui est là et qui dit mort au racisme et on se ressemble tous dans la mort. Vous pouvez applaudir Mikaya. Ses pinceaux, ses marqueurs, ses crayons, de toutes les couleurs, eux aussi, sans qu'ils se disputent. Et je vais appeler maintenant Eddie Monio, car l'émission touche déjà à sa fin. On aurait pu continuer le débat pendant des heures. Eddie Monio qui a suivi ces débats et qui va nous les résumer à sa manière. Eddie, c'est à toi. Bonjour à tous, bonjour Flash Talk. Alors j'adore cette émission parce qu'à chaque fois que je viens, j'apprends toujours plein de trucs. Mais là, j'avoue que je ne comprends plus rien parce que en ce qui concerne le racisme, j'en ai pas frontalement, j'en connais pas beaucoup, j'avoue. J'ai ce que j'appelle le racisme discret. Mais là, j'avoue que j'ai écouté plein de choses. J'ai appris que le mot race était-il un gros mot? J'ai appris que si c'est un gros mot, c'est peut-être parce qu'il prend trop de place et c'est peut-être pas le mot race l'important. À un moment donné, j'ai entendu qu'en France, on a progressé. On disait en 1960-70, un président juif, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit plutôt un président, non. Macron, enfin bref. J'ai entendu aussi un chiffre, 59% des Français estiment qu'ils ne sont pas racistes. Ça veut dire que genre 41% disent oui, je suis raciste. Comment ça se passe? C'est-à-dire ils disent oui, je suis raciste. Est-ce que là dans Flash Talk, il y en a qui sont racistes? À main levée? Qui assument? Non, hein? C'est bizarre. Enfin, bref, ça m'a perturbé. Et en fait, au final, la question que je me pose, c'est peut-être qu'on se comprend pas, qu'on a du mal à s'accepter, à se parler. Par exemple, au final, quand on entend parler d'un acte raciste, même si ça concerne une personnalité qu'on n'apprécie pas particulièrement, ça nous concerne aussi. Parce que malgré tout, on est tous des êtres humains. Et quand il y a un acte raciste, c'est qu'un de nos semblables souffre, que ce soit celui qui commette l'acte raciste, que celui qui le subisse. Donc au final, ce qu'on doit faire, je pense, c'est qu'on se parle plus, qu'on s'écoute plus et qu'on se découvre plus. Parce que la vie est belle, bon sang. Et c'est pas juste qu'on le voit pas tous. Merci les amis. Merci d'applaudir très très fort Eddie Monio. Enfin, pas trop fort, hein. On ne voudrait pas avoir un procès non plus, hein. L'émission touche à sa fin, ma chère Sonia. Oui, déjà, c'est bientôt la fin, mais on va se retrouver très vite. Déjà sur les réseaux sociaux, évidemment, avec tous les réseaux que vous connaissez, notamment Twitter avec le hashtag FlashTalk, notre Instagram avec @FlashTalkOff ou encore notre page Facebook. Il y a par exemple Corinne qui nous dit « La solution au racisme reste et restera une meilleure mixité sociale ». Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui à ce débat, d'être venus si nombreux aujourd'hui au 104 et à très vite. On se retrouve très très vite sur votre chaîne préférée. Salut! À bientôt. Mm-hmm.